L'officier Babcock roule tranquillement sur la route Old Dixie. C'est une vieille route qui sort de la ville d'Hudson et qui donne sur un marécage. L'officier est en train de patrouiller, il a les fenêtres ouvertes. On est le 4 septembre 2014. Quand d'un coup, il sent une odeur familière mais désagréable. C'est l'odeur de la mort, de la décomposition. Il stoppe sa voiture et descend. Il commence à chercher dans les buissons et très rapidement il tombe sur des corps, amoncelés les uns sur les autres. Il ne saurait pas dire s'il y a 3 ou 4 corps. Ils sont étendus sous un arbre, en pleine chaleur. Pour l'officier Babcock, ces personnes sont mortes depuis longtemps. Il appelle de suite à la radio ses collègues, la scientifique, et c'est comme ça que finit l'histoire de la famille Brown. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne avec Malice. Aujourd'hui, je vous parle d'un crime violent, une attaque qui a laissé pour seul survivant un jeune garçon autiste, traumatisé par les faits dont il a été témoin. Le procès du présumé coupable aura lieu en 2017 et cet homme risque la peine de mort. Et n'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, de liker, de vous abonner et de partager. C'est parti pour l'histoire de la famille Brown et de Nicholas Leonard. Au tout début, la famille Brown vivait en Pennsylvanie. Ils avaient une propriété immense qu'ils avaient transformée en ferme. La mère, Maggie Margaret Brown, adorait les animaux et elle élevait des chiens. Elle avait des box aussi qu'elle mettait en location pour des chevaux. Mais sinon, à part ces animaux-là, il y avait aussi des mules, des poulets, des chèvres, des moutons, de tout. Et Margaret ne fait pas que ça, elle ne s'occupe pas que de la ferme. Elle a aussi élevé 3 enfants et en même temps, elle travaille dans une épicerie qui s'appelle Wawa. C'est une chaîne. Son mari, Grégory, avec qui elle est mariée depuis toujours, est ingénieur et architecte. Il a sa propre compagnie. Ils ont acheté cette propriété et ces animaux pour que leurs 3 enfants aient l'impression de vivre dans un conte de fées. Et cela marche. Tous les week-ends, il y a du monde à la maison, les cousins, les amis. Tout le monde est heureux d'être là, de gambader, de s'occuper de tous ces animaux. Les 3 enfants ont adoré vivre et grandir dans cette ferme. La famille Brown est très conviviale, chaleureuse. Ils vivent dans la simplicité et dans l'amour. Les années passent et petit à petit, les enfants de Margaret et Grégory quittent le foyer. En 2009, il ne reste plus que Megan, la petite, la dernière. Elle a 20 ans, elle est en train de faire ses études, elle adore le sport, elle n'arrête pas de gagner des médailles. Quand elle rencontre Adam Matos, c'est un homme très charismatique, il a énormément de charme. Il est beau et il y a une part chez lui de mystère. Il est calme, il parle peu. Et avec Megan, ils vont se mettre ensemble pour se séparer, se remettre ensemble. Et pendant des années, ils vont faire comme ça. C'est une relation très chaotique. Ils ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Et en 2009, Megan tombe enceinte. Et à ce moment-là, elle n'est pas avec Adam. Elle le dit à ses parents, elle veut garder le bébé, mais elle ne veut pas le dire à Adam. Au bout de quelque temps, Adam Matos se rendra compte que Megan est enceinte. Et donc, il revendiquera la paternité. Mais elle lui dit que non, elle lui assure que ce n'est pas de lui. Et quand le bébé naît, le bébé qui s'appelle Ismaël Tristan, Adam Matos trouve qu'il lui ressemble énormément. Et il demandera un test de paternité. Et c'est bien lui le père. Il veut faire partie de sa vie. Il veut être impliqué dans la vie de Tristan. Il est très heureux d'avoir un fils. Megan arrête ses études. Elle vit toujours chez ses parents avec Tristan et elle travaille comme serveuse pour subvenir à ses besoins. Quant à Adam, qui est DJ, il ne fait pas beaucoup d'argent, mais il veut aussi participer à la vie de son enfant. Et il n'arrête pas d'appeler pour avoir des nouvelles et il veut voir son fils. À l'âge de 1 an, Tristan est diagnostiqué comme autiste. Il est très peu communicatif, très peu verbal. Mais dans ce foyer, il est entouré d'amour. Et Grégory, le père de famille qui a le cœur sur la main, se dit que ce pauvre enfant devrait avoir ses 2 parents sous le même toit. Et donc il invite Adam à venir vivre avec eux. Et il fait tout ça pas pour Megan, mais pour Tristan. Et Adam accepte. Il vient vivre chez les Brown, chez Margaret et Grégory, avec Megan et son fils Tristan. Mais cette cohabitation, petit à petit, va s'envenimer.
Les Brown trouvent que Adam ne fait rien. Il ne contribue pas à la famille. Il ne range pas après lui. Il n'aide pas. Megan et Adam continuent aussi à se mettre ensemble, à se séparer. Elle trouve qu'il est monotone, qu'il passe son temps sur le canapé. Et Megan n'est pas contente parce qu'il ne fait rien, Adam. Il travaille très peu, il n'aide pas. Elle aimerait qu'il prenne sa vie en main. Mais ce n'est pas le cas. Et les années vont passer. En 2014, Grégory et Margaret ont 53 ans. Et Grégory, à son travail, s'est fait mal au dos. Et donc, il a été opéré. Il décide que c'est le moment pour lui de prendre sa retraite. Et pour ça, ils ont toujours rêvé avec sa femme de s'établir en Floride. Ils en ont marre des hivers longs et froids de Pennsylvanie. Ils veulent maintenant la chaleur. Et en plus, le père de Maggie vit en Floride. Ils veulent se rapprocher de lui. Megan leur dit qu'elle décide de les suivre, de continuer à vivre avec eux. Et elle vient avec Tristan. Mais pour ça, il faut avoir l'autorisation du père. Si on change d'état, il faut que le père soit d'accord. Et donc Adam est invité lui aussi à suivre toute la famille pour vivre en Floride. Il s'installe dans la ville de Hudson, à 40 minutes de Tampa. C'est une petite ville au bord de l'eau. Et Grégory a réussi à louer une charmante maison au bord d'un canal. Il y a 3 chambres, donc une pour lui et Maggie, une pour Megan et Adam, et une pour Tristan. Mais avant de partir, Grégory est très clair avec Adam. C'est sa dernière chance. Il a maintenant 27 ans. Il faut qu'il commence à contribuer à la vie de son fils. En Floride, il faut qu'il trouve un travail, qu'il prenne un appartement. Il faut que ça soit lui, Adam Matos, qui crée son propre foyer. Adam Matos est d'accord. Et les voilà tous les 5 partis dans la ville de Hudson. Margaret Brown, la maman, a de suite trouvé un emploi. Il y a un Wawa dans la ville de Hudson et de suite elle a été engagée là-bas. Megan aussi a trouvé un emploi, comme serveuse dans un bar local, pas très loin de chez elle. Elle adore cet emploi. C'est ce qu'elle faisait aussi en Pennsylvanie. Déjà, elle est très sociable. Mais surtout, ce travail, elle aime pour son emploi du temps, qui est flexible et qu'elle peut être constamment là quand elle veut pour son fils. Et quand elle part travailler, souvent lui, il part se coucher. Et ses parents s'occupent de lui. Quant à Adam, lui aussi trouve un emploi chez Denny's. C'est une chaîne de restaurants, enfin de petits déjeuners aux États-Unis. Mais de tous les 3, lui, il ne gardera pas son emploi. Au bout d'1 semaine, il est viré. On est au mois de juillet 2014 et donc Adam passe ses journées avec Tristan dans la maison de Grégory et Margaret. Quant à Grégory, lui, dès qu'il est arrivé à Hudson, il est là pour superviser la construction de sa maison. Margaret et lui ont décidé de faire construire la maison de leurs rêves en Floride. Ils ont loué cette maison en attendant que sa propre maison soit finie. Le mois de juillet va passer et Adam n'a toujours pas trouvé de travail. Entre lui et Megan, ça ne va plus du tout. Elle lui dit qu'il faut qu'il fasse quelque chose, il ne peut pas rester toute la journée sur le canapé. Il ne fait rien. Avant, il était calme et mystérieux. Maintenant, il est feignant. Et Adam, lui, n'aimait pas ça, qu'elle lui dise qu'il fallait qu'il se bouge. Et les deux se disputaient. Megan dira à toutes ses amies qu'ils ne se sont pas remis ensemble depuis qu'ils sont arrivés en Floride. Et on sait qu'ils dormaient dans un bureau qu'ils avaient aménagé en chambre. Et alors qu'il passe ses journées à garder son fils, à ne rencontrer personne. Megan, elle, se fait des amis. Et en plus, elle a rencontré quelqu'un. Nicolas Léonard a 30 ans. C'est un charpentier menuisier qui a sa propre entreprise. En fait, c'était un client de là où travaille Megan. Elle explique à Tonia, qui est sa meilleure amie et qui travaille avec elle, qu'elle ne le dira à sa famille que quand Adam partira. Parce qu'elle ne veut pas faire d'histoire. Megan sort aussi après son travail. Elle finit vers 2-3 heures du matin. Après, elle va danser avec Tonia Carlson et Nicolas Léonard. Et Adam voit ça d'un très mauvais œil. Et l'homme tranquille commence à être très énervé. Et il le fait savoir à toute la famille. Il est jaloux et il dit à tout le monde qu'il ne comprend pas ce que fait Megan. Où c'est qu'elle est? Le 27 août 2014, après le travail, Megan décide de sortir avec Tonia Léonard et d'autres amis. À partir de 2 heures du matin, Adam ne va pas arrêter de l'appeler. Mais il n'appellera pas qu'elle, il appelle aussi Nicolas Léonard. Les deux vont parler plusieurs fois.
À 5h30 du matin, alors que Meghan rentre en taxi, elle ouvre la porte d'entrée, elle se dirige vers sa chambre, mais avant, elle veut aller voir Tristan pour voir s'il dort et sans doute lui faire un petit bisou sur le front. Et quand elle rentre dans la chambre, la dame l'attendait. Il avait un couteau à la main. La première chose qu'il fait, c'est qu'il la plaque contre le mur avec le couteau à la gorge. Elle arrivera à le repousser et à repousser le couteau, mais elle se fera des coupures à la paume de la main et au pouce. À ce moment-là, Tristan se réveille et Adam part en courant. Il sort de la maison. Meghan appelle le 911. Elle explique ce que je viens de vous dire, mais aussi on l'entend en train d'essayer de calmer Tristan, qui pleure. Les policiers arrivent à 6h du matin chez elle. Elle les reçoit. Il y a aussi Maggie et Gregory dans la maison. Le détective Eiger Khan arrive sur les lieux et prend la déposition de tout le monde. A female who identified as Megan Brown answered the front door. And Megan Brown, female about 27 years old? Yes, sir. And how was her demeanor when she answered the door? She was frightened. She was shooken up when she first came to the door. Il se rend compte qu'elle a une blessure au niveau du pouce et de la paume de la main, mais rien de grave. Le détective enregistre cette affaire comme un cas de violence domestique. Il demande un avis de recherche pour Adam Matos. Des équipes sont actuellement en train de fouiller la ville et les routes autour. En même temps, il explique à la famille Brown qu'il faudrait qu'ils se mettent en sécurité. Est-ce qu'ils ont un endroit où aller le temps qu'ils attrapent Adam Matos? La famille Brown ne veut pas partir de la maison. Pourtant, Meghan dira au détective que dans le regard de Adam, elle a vu quelque chose qu'elle n'avait jamais vu avant. De la rage, de la haine. Elle a compris qu'il voulait la tuer. Le détective leur explique qu'il serait bon qu'ils partent quelques jours, mais ils resteront là. Dans la même journée, à 10h du matin, le détective revient pour voir s'il y a des nouvelles de Adam Matos. Eux, de leur part, ils ne l'ont pas trouvé. Et en effet, Meghan a reçu énormément de textos de Adam qui la menace de mort. Il y a aussi un nouvel individu à l'intérieur de la maison que rencontre le détective. C'est Nicolas Leonard. Meghan l'a appelé après avoir appelé la police. Et apparemment, il a pris son arme à feu et il est venu de suite. Il est venu pour les protéger, pour protéger la famille Brown. Dans l'après-midi, le détective appelle les connaissances de Meghan et de Adam Matos. Il veut savoir exactement comment fonctionne le couple et il y a un avis de recherche sur Adam Matos. Et puis plus rien. Le 4 septembre, 7 jours après la visite des policiers chez les Brown, la sœur de Gregory, qui habite en Pennsylvanie, appelle la police d'Hudson pour leur demander d'aller voir si tout va bien chez son frère, parce qu'il ne répond pas depuis plusieurs jours. Alors les policiers se rendent à la maison au bord du canal. Ils sonnent, ils frappent, personne ne répond. Ils commencent à faire le tour de la maison et quand ils sont à l'est du garage, une odeur épouvantable. Vous savez, l'odeur familière et désagréable que connaissent les policiers? Celle-là. Et ils se rendent compte que le portail, la devanture du garage, se remonte. À l'intérieur du garage, l'odeur est abominable. Il y a un SUV gris, il s'approche, il y a du sang au niveau du coffre, mais surtout par terre. Il y a des couvertures imbibées de sang. Dans le coffre de la voiture, il y a une pelle, du sang et des asticots. Les policiers se demandent s'ils ne sont pas sur une scène de crime et décident de faire marche arrière. Et au moment où ils vont appeler le détective et la scientifique, ils reçoivent un appel radio. 3 ou 4 corps ont été découverts par le détective Babcock, empilés sous un arbre. Quand la scientifique arrive, il commence par le garage. Il y a du sang partout. Il retrouve aussi un bracelet de contention en plastique, noir, par terre. Un marteau sous les draps. Le rez-de-chaussée ne se constitue que de garage. Ils montent à l'étage. À leur droite, ce sont les appartements de Meghan, Tristan et Adam. Il y a 2 chambres et un bureau. À leur gauche, c'est la chambre principale, la chambre des maîtres, là où dorment Gregory et Margaret. Et en face, un grand bureau. Au milieu, une salle à manger. Et dans la salle à manger, ça sent l'urine et les selles. Et par terre, il y a énormément de crottes de chiens. Il n'y a plus rien dans cette pièce. Plus de télé, plus de canapé, pas de table basse. Ils partent ensuite dans la chambre de Meghan.
Il n'y a plus de matelas, plus aucune affaire. Par contre, quand ils mettent du luminol, tout devient rose. Les murs, les plaintes, le sol. Il y a eu du sang partout et quelqu'un a essayé de nettoyer. Il trouve aussi une balle enfoncée dans le mur. Dans la chambre de Tristan, rien n'a changé. Il n'y a pas eu de lutte, il n'y a pas de sang. Quand ils partent dans la chambre de Grégory et Margaret, c'est une autre affaire. Là aussi, il y a une balle plantée dans l'armature du lit. Dans le placard, il y a du sang par terre, tout comme au milieu de la pièce. Il n'y a pas d'affaires personnelles, et beaucoup de meubles manquent. Dans la cuisine, il y a des boîtes de pizza, des bouteilles de plastique, et plus aucun électroménager. Et très rapidement, le médecin légiste arrive à identifier qui sont les corps. Et ce sont bien les propriétaires de cette maison. C'est Gregory Brown, habillé avec un short et un t-shirt. Margaret Brown, qui est avec sa tenue, son uniforme Wawa. Megan et Nicolas Leonard. Les policiers se demandent où est Tristan. Ils lancent une alerte Amber. Le FBI, la police de Tampa, tout le monde est là. Tout le monde cherche Tristan. Et dès que la publication de sa disparition, avec la description de Adam Matos, est médiatisée, les appels se mettent à pleuvoir. Le plus important, c'est un chauffeur de taxi de la compagnie Joe le Taxi. Il explique que quelques minutes après que les policiers soient rentrés dans la maison des Brown, il a eu un appel. Un homme et son fils l'attendaient sur la route Dixie. Il explique qu'ils ont roulé ensemble pendant 45 minutes. L'enfant avait l'air extrêmement fatigué. Et le papa a demandé à ce qu'il s'arrête à une station-service. Il voulait lui acheter du chocolat et de l'eau. Ensuite, il les a déposés à l'hôtel Floridan, au nord de Tampa Bay. Et 2 clients de cet hôtel-là appelleront aussi la police pour dire qu'ils ont vu l'homme qui correspond à la description et cet enfant dans le hall de l'hôtel. L'enfant avait l'air fatigué, épuisé. Les policiers appellent l'hôtel. Ils ont le numéro 1803. Tout se passera extrêmement vite. Ils se font passer pour le room service et l'arrestation est faite. Adam Matos ne résiste pas, il collabore, tout le monde est calme. Il est amené pour un interrogatoire. Tristan, lui, est entre les mains d'un pédopsychiatre qui décide qu'il aille vivre de suite avec sa famille en Pennsylvanie. Et il l'envoie là-bas. Lors de l'interrogatoire, c'est le détective Chet Cougill qui prend en charge Adam. La première chose qu'il lui dit, c'est qu'il est mis en état d'arrestation pour violence domestique. Il ne parle pas des corps qui ont été retrouvés la veille. Is there any way you can make sure that my son goes with my mom or my brother? They can't make any promises right now. We have to see. Okay. We have to make sure that they're fit to be. Okay. But we'll work on it. They have rules with that, you know. Obviously, you know, we would like him to go back to Megan. Do you know if that's going to be possible? I would know. Okay. I thought Megan's parents, they stay with them. You can check. You can call her and ask. Et puis, Adam explique la version des faits. Here's what we know a little bit about that argument, okay? She's alleging that you threatened her, threatened to even kill her, and threatened her with a knife. That's not true? Okay. Il n'y avait pas du tout de couteau impliqué. Il nie ensuite avoir agressé Megan. Et à un moment donné, Megan lui a dit de partir et c'est ce qu'il a fait. Il explique qu'ils se sont séparés il y a 2 semaines. Elle ne voyait personne d'autre. Il est incapable de dire pourquoi ils se sont séparés. Il pense que c'était des broutilles et des bêtises, comme d'habitude. Et donc, après sa version des faits, il est inculpé pour violence domestique. Les policiers n'ont pas encore fini d'enquêter, ni d'être sûrs que les personnes qui sont décédées sont bien les membres de cette famille. Ils le savent grâce aux vêtements, mais l'analyse ADN n'a pas encore donné ses résultats. Ils le mettent en état d'arrestation et alors qu'il attend pour son audience d'arrestation, il y a des journalistes locaux qui veulent l'interviewer. Et Adam Matos est tout à fait d'accord avec ça. À ce moment-là, le journaliste lui fait part qu'il y a eu des corps retrouvés près de la maison des Brown. Et tout le monde pense que c'est la famille Brown. Adam de suite dit qu'il n'a tué personne. Il se dit innocent. Mais surtout, il ajoute que le petit copain de Megan avait une ancienne petite amie qui n'arrêtait pas de le harceler.
there was like threats being made from this lady. Et Adam finit par dire que c'est sans doute elle qui a commis les meurtres si c'est la famille Brown. Elle voulait sans doute se venger que Nicolas sorte avec Megan. Et ça, c'est un fait nouveau parce qu'il vient de dire aux policiers qu'il ne savait pas qu'elle était en couple avec quelqu'un. Alors que là, maintenant, il sait qui c'est et il connaît même l'histoire de cette petite amie jalouse. Les policiers étaient au courant de l'ancienne petite amie de Léonard. Ils sont déjà la veille allés voir la famille de Nicolas, qui leur a expliqué que cela fait des années que cette petite amie le suit partout, le harcèle. Mais rien de méchant. Les policiers savent qu'à ce moment-là, elle n'est pas en Floride. Cela fait plusieurs semaines qu'elle est dans un autre état et qu'elle n'a pas bougé. Ils sont sûrs et certains que ce n'est pas elle. Elle n'est pas intervenue, elle n'était pas là. Au bout de quelques jours, la sœur de Grégory rappelle la police. Ils veulent leur parler de Tristan. Ils n'arrêtent pas de répéter la même chose. Tristan n'arrête pas de dire que son père a tué sa mère. Le pédopsychiatre et le détective de Floride partent en Pennsylvanie pour écouter ce qu'a à dire le petit Tristan. Il dit avoir entendu sa mère crier, pleurer, aidez-moi. Il a pris sa petite peluche et elle l'a attrapée et ils sont partis en courant jusque dans la chambre de papy. Sa maman criait, des coups de feu, des pleurs. Des coups de feu. Maman, maman. Voilà le témoignage de Tristan. Mais à la fin, il dit, c'est papa qui a tué maman. Et dès qu'ils ont la confirmation que les corps sont ceux de Megan, Grégory, Margaret et Nicolas, Adam Matos est mis en état d'arrestation pour le meurtre au premier degré des 3 membres de la famille Brown et de Nicolas Léonard. Et pour cela, il risque la peine capitale. Comme c'est un procès qui implique la peine capitale, les démarches judiciaires sont plus longues. Et donc le procès a lieu fin 2017. C'est le procureur Sarabia qui ouvre le procès et qui explique que Adam Matos a tué la famille Brown et Léonard parce qu'il était jaloux et parce qu'il ne faisait pas partie intégrante de leur famille. Et quand c'est au tour des avocats de la défense de parler, ils se réservent le droit de faire ça plus tard. Alors c'est quelque chose de rare, mais ça se fait. Et donc pendant toute la première partie, pendant que le procureur parle, il ne sait pas ce que va plaider Adam Matos. C'est un peu un handicap pour le procureur. Et donc il commence. Et il explique les faits en fonction de la chronologie que les policiers ont mis à jour. Tout commence donc le 28 août, au matin, à 6 heures, quand Megan appelle pour dire qu'elle s'est fait agresser par Adam Matos. Mais ils ont découvert que dans la matinée, Adam Matos avait envoyé plus de 120 textos à Megan qui la menaçait de mort. Effrayé par tout ça, Megan a appelé Nicolas Léonard. Il a pris son pistolet qui était dans la commode. Il a le droit, on est en Floride, on a le droit d'avoir un pistolet sur soi. Et il s'est rendu chez les Brown. Il avait une intention, une seule, c'était de les protéger, au cas où Adam revenait. Durant cet après-midi-là, Adam s'est posté devant la maison des Brown. Et il a commencé à guetter. Tout le monde le connaissait dans les environs et personne n'a été inquiété qu'il traîne là. À partir de midi, il n'a plus texté Megan parce qu'il l'a regardée. Et il attend. Il attend que tout le monde se couche. Ce soir-là, Margaret est au travail. Elle a un shift de soir. Elle finit normalement à 23 heures. Le procureur explique que quand il a vu que tout le monde était à l'étage, que les lumières commençaient à s'éteindre, Adam a ouvert la porte du garage. Il s'est infiltré dans la maison. Il a attrapé sur l'établi un marteau. Il a monté les escaliers et il s'est dirigé vers la chambre de Megan. Il a ouvert la porte et avec son marteau, il a frappé la tête de Nicolas Léonard. Le médecin légiste Noël Palma confirme que Nicolas a reçu plus de 30 coups à la tête. Il y avait des morceaux de cervelle partout dans la chambre, des petits morceaux d'os, de crâne. Il était méconnaissable. Megan, elle, à ce moment-là, a le sang-froid de se lever, de partir en courant vers la chambre de son fils et de l'attraper, de le sortir de son lit. En même temps, Tristan, lui, a attrapé sa petite peluche en forme de chien. Les deux partent en courant vers la chambre de Greg, son père, et s'enferment.
Elle sait que son père, dans le placard de la chambre, a ses armes de chasse. On sait que Greg s'est levé, a ouvert la porte de son placard. Il a saisi un fusil. Il a réussi à mettre une balle dans le fusil. À ce moment-là, il a été abattu par 2 tirs. Le médecin légiste dira que la première balle qui a touché a transpercé Grégory par le dos. Elle est passée par l'aorte. Grégory n'avait aucune chance. Il s'est effondré à terre. Il reçoit aussi une balle dans le thorax. Dans cette même pièce, Megan prend une balle dans l'œil gauche et qui ressort par le crâne. Elle s'effondre à son tour. Le procureur ne sait pas ce qui s'est passé après. Tristan est incapable de le dire. On ne sait pas où il était, on ne sait pas ce qu'il a vu. Mais ce qu'on sait, c'est que Adam a attendu le retour de Margaret, qui finissait à 23h. Le procureur sait exactement à quelle heure les coups de feu ont été tirés, parce qu'ils ont été entendus par une personne qui promenait son chien, qui n'a pas avisé la police. Elle a cru que c'était quelqu'un qui s'amusait. Le procureur explique que toutes les balles ont été tirées avec le même pistolet, et c'est le pistolet de Nicolas Léonard. Le pistolet qu'il avait pris pour défendre Megan s'est retourné contre eux. Le procureur explique aussi qu'il y a eu une balle qui a été tirée dans la chambre de Megan, mais personne ne sait par qui. Il y a une balle dans le mur. Mais dans cette chambre, la seule personne qui est morte, c'est Nicolas. À 23h10, quand Maggie arrive, elle se gare dans le garage. Adam l'attend, le marteau en main. Il n'a plus de munitions pour son arme. Et quand elle sort de la voiture, il la frappe avec. Il la frappe. Jusqu'à ce qu'elle s'effondre. Il lui attache les mains avec des liens en plastique. Il attrape 2-3 sacs poubelles qu'il lui met autour de la tête. Et ensuite, ce qui s'est passé, on ne sait pas. Mais Adam Matos n'est pas parti. Il n'a pas appelé la police non plus. Il n'a pas appelé les secours. Il est resté là. Sans doute sur le canapé. En tout, il va rester 7 jours dans cette maison. Il essaye de nettoyer. Mais c'est difficile, hein, parce qu'il ne faut pas être feignant pour nettoyer une maison où on a tué 4 personnes. Il y a du sang partout. Et d'ailleurs, il n'essaiera que dans la chambre de Megan. On August 29th, during the daylight hours, this defendant begins to start selling the belongings of the Browns on Craigslist. Il commence à mettre sur Craigslist les chiens de Maggie. Parce que même en Floride, elle continuait à élever des chiens, des petits chiens. Et ces chiens qui valent une fortune, il va les mettre à $50 sur Craigslist. Les gens vont venir de partout en Floride pour acheter ces chiens. D'Orlando, de Miami, à $50, ça vaut le coup. Et il veut du cash. Il va à Walmart, qui est ouvert la nuit. Il est minuit quand il arrive. Et il achète une pelle et une PlayStation. Mais quand il arrive à la caisse, il présente la carte de crédit de sa belle-mère, de Margaret. Mais elle ne passe pas. Donc, il abandonne la PlayStation, il prend juste la pelle. Le procureur pense qu'il a essayé de faire un trou dans le jardin. Mais il est impossible de creuser dans cet endroit-là, dans cette zone. Parce que 10 cm, 20 cm sous la terre, ce sont des roches. On ne peut pas aller plus loin. Donc, il s'est dit qu'il devait se débarrasser des corps autrement. Le procureur pense qu'il a pris tous les corps et il les a mis dans le coffre de la voiture. D'où l'odeur. Et pour y arriver, il a été obligé de mettre une corde autour de leur corps parce qu'il les a traînés. Mais au-delà de ça, même enfermés dans une voiture, les 4 corps, avec la chaleur de Floride, ont commencé à sentir. Dès le 30 août, les gens qui viennent acheter les chiens ou même la télé sentent une petite odeur dès qu'ils ouvrent la porte de la maison. Et dans cette maison, il n'est pas tout seul. Il y a Tristan qui vit là où a été tuée sa mère et ses grands-parents, là où les corps sont disposés. Tristan n'a que 5 ans et il vit avec celui qui vient de tuer sa mère, sa famille. Adam ne sort pas la journée. Par contre, quand la nuit tombe et que Tristan dort, il se permet des sorties. Il va voir les voisins qui sont en train de boire une bière devant le canal. Le voisin, on lui demande où sont les Browns et il dit ils sont partis pour le long week-end.
en Virginie du Sud. Et le voisin lui demande « Mais est-ce que tu sens pas cette odeur ?» Le voisin, c'est un chasseur. Et il sait qu'il y a une charogne quelque part. Mais il ne la trouve pas. Il dit qu'il a arpenté le canal, mais ça sent chez lui. Et sur cette discussion, Adam se dit qu'il va falloir faire quelque chose pour ses corps. Et donc le 3, pendant la nuit, il est parti et il n'a fait que 2 kilomètres. Il est allé au bout de la vieille route Dixie et il a jeté les corps. Et le 4 septembre, quand il entend les policiers qui frappent à sa porte, il décide de fuir. Il prend Tristan avec lui, il va sur le bord du canal, il vole le canoë du voisin, il pagaie jusqu'au bout du canal, il remonte sur la berge de l'autre côté et il appelle un taxi. Et après, on connaît la suite. Et à la fin de son argumentation, le procureur demande à ce que Adam Matos soit jugé responsable. Guilty of murdering Margaret Brown, guilty of murdering Nicholas Leonard, guilty of murdering Gregory Brown, and guilty of murdering the mother of his 4-year-old child, Megan Brown. Thank you. Et ensuite, c'est au tour de la défense d'exposer les faits, d'expliquer ce qui s'est passé et accrochez-vous. Ladies and gentlemen, this case is not the case of revenge that the state portrayed in its opening statement. This case is about self-defense. Adam Matos a tué 4 personnes en légitime défense. Il s'est protégé, il a tout fait pour ne pas mourir. Adam Matos viendra à la barre. Adam Matos, on August 28, 2014, did Nicholas Leonard put his hands on your throat? Yes, he did. Did he threaten your life with a gun? Yes, he did. Did you get in a fight with him? Yes. Did you defend yourself? Yes, I did. Did you kill him? Yes. Why? He tried to kill me. L'avocat de la défense explique que le 28 août, quand Megan est sortie faire la fête, Adam s'est énervé. Et donc il a essayé de l'appeler, mais elle ne voulait plus lui répondre. Donc il a appelé Léonard. Et là, il lui a expliqué qu'il se mettait entre deux, qu'il empêchait Adam de reconquérir le cœur de Megan. Adam espérait qu'ils allaient se remettre ensemble. Et c'est pour ça qu'ils se sont disputés le 28 au matin. Après la dispute, il est parti. Il a compris qu'il était indésirable dans cette famille. Il a marché, il s'est calmé, il s'est rendu compte qu'il n'avait rien sur lui. Il est parti comme ça avec ses vêtements. Donc il a décidé de revenir chercher un sac et ses affaires. Il dit être revenu chez les Brown vers 18h. Il avait encore ses clés et il pensait qu'à cette heure-là, Megan était au travail. Donc pour lui, il n'y avait aucun risque. Il est rentré et quand il s'est dirigé vers la chambre de Megan, il s'est retrouvé face à face avec elle et son fils. Elle s'est mise à crier. Nicolas arrive de nulle part, lui saute dessus en l'attrapant par la gorge et avec son autre main, il a sorti son arme. Enfin, il a essayé. Maintenant, les deux sont en train de se battre pour l'arme à feu. Mais Adam s'aperçoit qu'il y a un couteau sur la commode. Il arrive à l'attraper et il donne 2-3 coups au hasard. Il a le biceps de Nicolas qui se met à saigner. Nicolas lâche l'arme, qui tombe à terre. Les deux se jettent par terre pour encore attraper l'arme. Ils se battent. Adam tombe sur le lit. Et c'est Nicolas donc qui a l'arme dans la main. Il le vise. À ce moment-là, Grégory et Megan rentrent dans la chambre. Tell us what happened as you guys were struggling on the bed and Megan and Greg come back. Megan, she screamed out, Dad, shoot him, Dad. Did he have anything in his hand? I'm talking about Greg? A rifle in his hand. Adam le supplie de ne pas tirer. Mais Nicolas appuie sur la gâchette. Aucun coup ne part, rien. Alors Adam lui saute dessus. Il dit qu'une balle part. Et à un moment donné, c'est Adam qui a le dessus. Grégory et Megan, voyant ça, partent en courant vers la chambre de Greg. Did you chase after him? Yes. Why? I felt that he was going to get another weapon and try to kill me. When you got to the master bedroom closet, what was Greg doing? He was attempting to load another weapon. What did you do? I shot him in his lower back as he was trying to turn around with his weapon. Did he go down then, or did he turn around? No, he had the weapon in his hand, and I shot him again. Et alors que Adam se retourne pour sortir de la pièce, il voit Megan derrière la porte du placard. Elle a quelque chose dans la main.
As I was leaving the closet, I could see someone in my peripheral, and it was Megan, and I thought she had something in her hand, and I just reacted and I shot her. I later found it to be a cell phone. Quand il réalise ce qu'il vient de faire, Adam dit qu'il perd les pédales. Il devient fou, il attrape un marteau par terre et il se dirige vers la pièce où il y a Nicolas. Et quand il le voit, il est fou de rage. C'est à cause de lui que tout est arrivé. Et il commence à le frapper, Mais à 23h20, quand il a entendu la voiture de Maggie arriver, se garer dans le garage, il a attrapé le marteau et il est descendu dans le garage. How about Margaret Brown? Did you believe that she was trying to kill you? Yes. Did you fear for your life, though? Yes. What were your feelings when you killed her? I was lost. I was hurt. I was in shock. I was out of my mind, and I thought that everyone was out to kill me. I felt like she was going to kill me as well. Did you kill her? Yes. Did you strike her with a hammer? Yes. Was she bleeding a lot? Yes. What did you decide to do to her head? There was a lot of blood, and to stop the blood from getting everywhere, I put a trash bag over her head. Anything else you put over in helping putting the trash bag overhead and keeping that blood contained? I used tape to close the bag to prevent blood from leaking out. Was this after you had gotten into the altercation with Nicholas Leonard upstairs? Yes, it was. Was she dead or alive when you put the bag over her head? She was dead. Tout ça, c'était pour son fils, pour son bien-être, pour qu'il ne soit pas à la rue. Ils sont restés dans cette maison. Et durant son témoignage, ce qui transpire, c'est que tout ce qu'il a fait, c'est pour son fils, Tristan. L'avocat de Adam explique qu'il n'a jamais fui. C'était pas prémédité, il n'avait aucun plan, il ne savait pas quoi faire. Il n'avait pas d'argent, il a gardé son fils dans la maison parce qu'il savait pas où l'amener. Et surtout, Adam était dépressif, démoralisé. La nuit, quand son fils dormait, lui il buvait pour oublier mentalement. Adam était perdu, il ne savait plus quoi faire. Il croyait que ce jour-là, tout le monde voulait le tuer. Mais il se peut que ce soit le cas. Le verdict pour Adam Matos ne prendra que 2 jours. Il est coupable de meurtre au premier degré sur Megan Brown, Gregory Brown, Margaret Brown et Nicolas Leonard. Il est coupable de tous ces crimes. Et quant à la sentence, la peine de mort est rejetée. Sur les 10 jurés, parce que ce n'est que 10 pour la sentence avec la peine de mort en Floride en 2014, il y en a un qui n'a pas voulu. Et donc, il prendra prison à vie. Mais une vraie prison à vie. Il ne ressortira jamais. Parce qu'il a pris 60 ans de prison pour chaque meurtre. Même s'il ne fait que la moitié de la peine, il ne pourra pas sortir avant 120 ans. Il dira un petit mot lors de sa sentence, mais après la juge, elle parlera. Et elle lui dira que tout ce qu'il a fait ce jour-là, et pendant toute cette semaine, où il est resté avec 4 corps et son fils, il a fait tout ça pour lui, que pour lui, pas pour Tristan, parce qu'il a tué la mère de son fils. S'il aimait vraiment son fils, il ne l'aurait pas enlevé de ce bien aussi précieux. Et voilà, c'était l'histoire affreuse de la famille Brown qui a rencontré Adam Matos, un homme bizarre, froid, comme un serpent, trop calme à mon goût. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Surtout, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager beaucoup d'amour dans la journée. Un petit commentaire aussi, cela me fait très plaisir. À plus tard!